Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'endométriose, mon témoignage, mon histoire, mon vécu. Voilà, alors comme je disais tout à l'heure, je trouve ça super important que des filles qui ont de l'endométriose partagent leur histoire, en parlent, l'écrivent, fassent des vidéos, des articles. C'est super important parce que quand on a de l'endométriose, on se sent un peu toute seule alors qu'on n'est pas toute seule puisque c'est bien connu, une femme sur 10 est atteinte d'endométriose. Voilà. Voilà, ça c'est un chiffre, c'est un gros chiffre. Et donc c'est vrai que moi je trouve ça super important que les filles qui ont de l'endométriose témoignent. Si tu me regardes maintenant et que tu as de l'endométriose, raconte ton histoire, écris-la en commentaire si tu veux, écris un article, écris un post, fais une vidéo parce que les filles qui arrivent et qui viennent d'être diagnostiquées de l'endométriose, elles arrivent là et ben tu vois, elles vont se sentir un peu seules, elles savent pas. Et c'est bien d'avoir des cadres, d'avoir des références, d'avoir des histoires différentes parce qu'on a chacune notre vécu. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur l'endométriose que j'avais fait sur IGTV, il n'y a pas une endométriose, mais des endométrioses. Il n'y a pas une seule manière d'avoir une endométriose. Il y en a 50, c'est un peu comme le Covid, hein? Il n'y a pas un Covid, mais il y a des Covid, tu n'auras pas de Covid pareil, et bien c'est pareil, l'endométriose, tu n'auras pas de pareil. Voilà, chacune a ses symptômes qui lui sont propres, son histoire qui est propre. Il y en a qui s'est détecté, il y en a, elles se développent tard, il y en a, elles se développent dès les premières règles. Il n'y a pas de règles, enfin il n'y a pas de règles, oui. Il n'y a pas de règles, ça voilà. Donc moi, mon histoire, bon, on va commencer. Alors, pour la petite histoire, là, tu vas savoir tout sur moi. Parce que pour la petite histoire, j'ai eu mes premières règles à 10 ans et demi, c'est keto. Et j'ai commencé à avoir, je me rappelle, mes premières douleurs de règles, c'était à peu près en 6e, puisque je me rappelle que au moins 2 fois, j'avais été dans le bureau de comment on appelle ça, la directrice, je sais plus comment, CPE, de mon école, de mon collège, parce que j'avais mal au ventre. Donc, parce que j'avais très mal au ventre, donc elle m'avait fait allonger, je me rappelle, elle m'avait donné, bon, je crois qu'elle m'avait fait du Spassion, un truc comme ça. Moi, je me rappelle des premières douleurs là, et c'était des douleurs fortes, mais bien sûr, à l'époque, quand on parle à ta famille, on te dit que c'est normal. Non, ce n'est pas normal d'avoir très mal pendant ces règles, hein. Même une douleur légère et passagère, tout à fait, ça peut être normal, mais une douleur qui est très vive, non, ce n'est pas normal. Bon, voilà, c'est dit, c'est dit. Et bon, les années sont passées, moi j'ai vécu avec ce truc que c'était normal d'avoir mal pendant les règles, on me mettait une bouillotte sur le ventre. Voilà, puis est arrivé le temps de grand âge adolescent et j'ai commencé à avoir un gynécologue et je me rappelle que la première fois que je me suis bien plainte de douleurs pendant les règles, j'avais 17-18 ans et il m'a dit que en fait j'avais des problèmes intestinaux. Voilà. Et j'ai dit, oh, c'est bizarre et tout. Je ne me sens pas intestinalement mal, enfin bizarre, mais bon, c'est des douleurs pendant mes règles. Non, lui me soutenait que j'avais des problèmes intestinaux. Donc, il m'avait envoyé voir mon généraliste qui m'a fait passer une échographie. Je n'avais rien aux intestins. On m'a refourgué, je crois que c'était parce que j'avais dit que le spasmon ne me faisait rien. On m'a refourgué, je crois que c'était de l'Antadis, enfin un truc style Antadis, quoi, un anti-inflammatoire, qui me faisait rien non plus. Voilà, donc en effet. Du coup, moi, j'ai arrêté de batailler et je suis restée comme ça de l'âge de 17 ans à l'âge de 32 ans, je crois. Comme ça, avoir mal, à rien dire parce que c'était normal. Hein. Alors, soit, les rares fois après où j'ai dû m'en plaindre, c'était que je m'écoutais trop, que j'étais une chochotte, de toute manière, on devait avoir mal pendant les règles, j'étais à moitié folle, hein, donc j'étais une chochotte, je m'écoutais trop, ou j'étais dépressive, ou voilà, j'avais tous les torts du monde, mais non, ma douleur, je devais pas avoir mal, j'inventais ma douleur aussi, je devais l'inventer. Alors il est vrai que moi, pendant mes règles, j'avais un ventre de femme enceinte, hein, j'avais un gros ventre, toujours, hein, j'augmentais volume
Hein. Bon, c'était normal. C'est vrai que quand tu n'as pas d'endométriose, ça t'arrive beaucoup. Donc voilà, ça c'est un peu mon vécu. Donc j'ai vécu comme ça, les années sont passées. Donc à 23 ans, 2006, oui, j'ai fait une fausse couche. Et suite à cette fausse couche, mes règles sont devenues très abondantes. Elles étaient déjà abondantes avant. Pour te dire qu'elles étaient abondantes, je ne supportais pas les tampons. En général, alors, des discussions que j'ai, de mes lectures, les filles atteintes d'endométriose, on ne supportent pas les tampons. Et moi-même, moi, en tant que femme et atteinte d'endométriose, et même pour les personnes qui n'ont pas d'endométriose, je trouve que les tampons, c'est une aberration. Mais bon, voilà, ça c'est comme mon humble avis. Et les rares fois où j'ai voulu porter le tampon, donc c'était pour aller ou à la piscine ou à la plage ou des trucs comme ça, j'ai souffert le martyre. Oui. La dernière fois que j'ai porté un tampon, je devais aller chez... Je me rappelle, mon fils, il avait quoi, 2 ans, donc j'avais 32 ans. Je devais aller chez le kiné pour je sais plus quoi. Et j'avais mis un tampon. Oui, parce que je faisais des abdos chez le kiné. Et j'avais pas envie, voilà, d'avoir des fuites dans ma serviette. Et je me suis failli m'évanouir de douleur à cause du tampon. Pour te dire à quel point je ne le supporte pas. Et du coup, donc suite à cette fausse couche, j'ai eu des règles très abondantes. Et quand je m'en suis plaint, on m'a dit que c'était normal parce que j'avais fait une fausse couche. Voilà. Donc je me suis cognée de 2003 à 2013, donc 10 ans, des règles abondantes, normal parce que j'ai fait une fausse couche en 2003. Voilà. Donc j'avais mal, j'ai continué à avoir mal toutes ces années, je prenais beaucoup de... Je pourrais même plus te dire les noms parce que j'ai oublié, c'était il y a longtemps quand même, des antidouleurs. Je carburais aux antidouleurs, j'aimais beaucoup ça parce que j'avais mal au ventre. Donc j'en ai essayé plein de trucs à la codéine, Advil codéine, je crois que je prenais un truc comme ça, pour passer mes douleurs parce que souvent j'avais tellement souvent mal au ventre, et plus les problèmes digestifs engendrés par l'endométriose. Moi, j'ai développé un syndrome de l'intestin irritable suite à cette endométriose. Donc voilà. Et puis, bon, je passe un peu entre 2003 et 2013. Il ne s'est pas passé grand-chose puisque je me suis plus plainte de mes douleurs à des gynécologues ou à des médecins, puisque de toute manière, on me disait que c'était normal. Donc, je ne m'en suis plus plainte du tout. J'ai continué ma vie en ayant mal, en prenant des trucs, en prenant des Advil codéinés, en ayant du mal, enfin voilà, en étant fatiguée pendant mes règles. C'était assez invivable, hein. On n'avait pas l'impression, mais c'était super difficile, super chiant à vivre parce que faut vivre comme ça, faut passer une fois par mois, et encore une fois par mois. Moi, j'avais pas des cycles réguliers. Moi, j'avais des cycles parce que là, je n'ai plus de cycle puisque j'ai plus d'utérus, enfin je n'ai plus de règles puisque j'ai une hystérectomie. Mais quand j'avais mon utérus et j'avais mes règles, je pouvais avoir, il pouvait se passer qu'une semaine entre chaque cycle. Alors soit je vais te passer 45 jours sans rien, soit je vais te passer une semaine entre 2 règles. C'est tout. Donc voilà, c'était assez invivable. Il faut le dire ce qui est, c'était invivable. Invivable. Donc arrive 2013 et j'ai mon fils. Voilà, Arthur, qui naît. Génial, cool, super, merveilleux. Mais bon, je ne savais pas que j'avais de l'endométriose. Hein. À ce moment-là, je n'étais toujours pas diagnostiquée. Donc, j'ai eu une césarienne. Apparemment, je ne peux pas accoucher par voie naturelle. Voilà. Mais je n'ai pas eu plus d'explications après mon accouchement. Donc, je ne sais pas trop. Quand j'ai fait le contrôle de une visite de contrôle après l'accouchement, je me suis plaint que le retour de couche durait depuis 4 mois. Hein. Et on m'a dit, c'est normal. Encore une fois, on me dit, c'est normal. Et en fait, tu fais des recherches. Non, ce n'était pas normal du tout. Mais moi, on m'a dit, c'est normal. Encore une fois, normal, bon. Du côté de l'entourage, bon, vous ne comprenez pas trop. Et ben, je pense qu'ils pensaient surtout que j'en rajoutais des caisses. Hein. Suite à ce retour de couche, j'ai eu un moment de calme après. Puis, surprise, des règles hémorragiques sont arrivées et endométriose plus, mais qui n'était pas encore diagnostiquée comme une endométriose. J'avais un truc, mais quoi, je ne savais pas. Et donc, j'avais des règles hémorragiques, je portais des couches.
Je portais des couches chaque mois, je vais des fuites, c'était des geysers, hein, je te fais ça, c'est imagé, mais c'est la vérité, faut parler crûment pour dire ce que c'est l'endométriose, hein, je crois, mais voilà, c'était ça. Moi je me rappelle un jour, j'étais avec mon fils, il avait 2 ans, on était dans un parking pas loin de chez moi, il y avait de la neige, on jouait avec des boules de neige, il me regarde le pantalon, il me montre que j'avais du sang qui coulait, c'était parti d'un coup, je devais pas avoir mes règles à ce moment-là, et ben c'est parti d'un coup, voilà. Du coup, j'en avais partout. Je suis rentrée, j'étais honteuse parce que mon jean était bleu, pas bleu foncé, pas bleu marine, quoi. Donc ça se voyait, hein. Donc voilà, c'était assez désagréable. Et ce que ça a engendré, ces règles hémorragiques, c'était de l'anémie, forcément. Hein. J'étais hyper anémiée. Non, c'était pas une période super cool. Donc suite à ça, on m'a conseillé un gynécologue que je ne connaissais pas. On m'a dit, vas-y, va voir celui-là. Donc, je suis allée le voir. Et le gars, il m'a pas parlé. Pendant tout le... Voilà, je lui explique, bonjour, j'ai eu un bébé par césarienne, j'ai des règles hémorragiques, c'est des geysers, je me vide de mon sang, je suis anémiée. Le mec, il me parle pas, il m'ausculte à peine et il me fait une ordonnance avec un médicament qui s'appelle le Spotov, qui est censé réduire les saignements de 30%. Autant dire que j'ai pris ça pendant quelques mois, ça m'a rien fait du tout, c'était une catastrophe. Ça ne m'a absolument rien fait comme effet. Voilà, mais j'avais pas plus avancé parce que le mec il m'a rien dit, il m'a juste donné une ordonnance sans me dire on va chercher qu'est-ce que vous avez, non rien, il m'a juste dit voilà. Et si ça marche pas, revenez. Ok. Donc bon là, entre-temps, dans ma ville où j'habite, il y a une nouvelle gynécologue qui a déboulé. Et là, j'ai dit, je vais la voir. Donc j'ai pris rendez-vous avec elle. Et elle, qui est toujours ma gynécologue aujourd'hui, elle a agi. Hein, enfin, une qui a agi. Et elle m'a dit, je pense que c'est une endométriose. Je n'avais jamais entendu ce mot de ma vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Donc j'ai fait des recherches. Et là, je vois les listes de symptômes sur Doctissimo. Je me fais, mais oui, c'est ça. C'est tout ce que j'ai. Donc, le premier rendez-vous, je crois qu'elle m'avait prescrit juste une échographie. J'ai fait mon échographie, je suis retournée la voir. Et là, elle m'a prescrit une IRM. Parce qu'il faut savoir, je le répète, parce que je l'ai déjà dit dans les vidéos où je parle de l'endométriose, du diagnostic et des symptômes. Le seul diagnostic fiable, un des seuls diagnostics fiables de l'endométriose, ce n'est pas l'échographie, mais c'est l'IRM. Alors, c'est jamais agréable une IRM, mais il faut y passer. Voilà. C'est vraiment, pour moi, la meilleure façon de voir une endométriose. Et donc, du coup, elle me fait passer l'IRM. Et effectivement, j'avais une adénomiose dans l'utérus. Donc, l'adénomiose, c'est de l'endométriose dans l'utérus. Donc voilà, donc du coup, elle me dit, j'ai commencé déjà à parler de me faire enlever l'utérus. Parce que je voulais plus d'enfants. Donc je voulais plus avoir d'enfants, parce que j'avais une césarienne pas terrible, puis je ne voulais pas repasser par ça. Césarienne. Autant ma grossesse a été cool, autant ma césarienne a été affreuse. Donc, je ne voulais pas repasser par la case césarienne. Là, donc j'ai dit, je veux plus d'enfants, donc je demande une hystérectomie. Mais j'étais trop jeune, j'avais 32 ou 33, je sais plus, 32 ou 33. Et donc, elle me dit, non, c'est pas possible à cet âge-là, elle voulait pas, mais il faut d'abord essayer. Parce qu'il y a un protocole, avant de t'envoyer à l'opération, ils te font passer plein de trucs. Et bon, ça passe par quoi? C'est tout un protocole d'essayage de pilules diverses et variées. Voilà, donc j'ai dû essayer 5 ou 6 pilules. Je ne les compte plus, il y en a, je les ai gardées comme moi, il y en a, j'ai pris 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais je n'en ai supporté aucune. J'arrêtais pas d'aller la revoir en me disant je ne supportais pas. Donc à chaque fois elle me changeait. Donc quand j'ai fait des mini-dosés, des micro-dosés, des je sais pas quoi. Et un jour on tombe sur elle me dit bon on va passer à un progestatif qui va provoquer une ménopause artificielle. Donc tu prends ce truc en continu, donc c'est comme un état de ménopause, hein, voilà.
Et donc, tu n'as plus de règles. Donc, j'ai pris ce progestatif qui est très controversé de nos jours, qui s'appelle le Luthéran. Je t'encourage à aller faire des recherches sur le Luthéran, puisque maintenant on en parle. Je ne sais pas s'ils l'ont retiré déjà ou pas du marché, mais en tout cas, il est soupçonné de créer des méningiums. Voilà, moi je l'ai pris pendant 3 ans non-stop, sans pause. Voilà. Donc, je l'ai pris 3 ans non-stop et ça m'allait très bien, j'avais pas de règles. J'avais encore des douleurs d'endométriose, mais c'était un peu moins. C'était pas tellement beaucoup moins, mais c'était un peu moins, c'était plus vivable. Alors, qu'est-ce que j'avais moi comme symptômes d'endométriose à ce moment-là ? Avant et après, parce que j'ai oublié de dire mes symptômes, parce qu'après l'utérant, il y a un gros changement qui va se passer. Donc, mes symptômes, c'était donc règles hémorragiques, douleurs pelviennes atroces qui irradiaient tout le long de la cuisse et dans le bas du dos, ce qui fait que des fois je boitais à cause de ça. J'avais des nausées en permanence. J'ai passé une grande partie de ma vie à avoir envie de vomir en permanence. Voilà, ça a été mon quotidien. Voilà, je vivais avec une envie de vomir permanente. Alors tu gonfles, hein. Voilà, tu gonfles, période de cycle, même avec le progestatif, j'avais le ventre en période de crise et de douleur. Tu as un ventre de femme enceinte. Je me rappelle, j'avais mis une robe un jour un peu large et on m'a dit félicitations pour ce nouveau bébé. Mais non, il n'y en a pas de nouveau bébé, je suis juste en crise endométriose. Hein. Ça, je crois que toutes les filles qui ont endométriose, on l'a vécu ça. Et donc du coup, il y a ça, il y avait les maux de tête, la fatigue chronique, plus tout ce que ça induit au niveau moral, parce que c'est assez démoralisant de voir ça. C'est pas, enfin là, c'est pénible parce que tu sais pas si tu vas pouvoir faire les choses. Moi, j'ai plus de vie sociale. J'aurais pas pu avoir une vie au moment où j'avais au plus haut de mes crises, donc entre 33 ans, entre 31 ans et 36, j'aurais pas pu avoir de vie sociale le soir ou quoi, parce que je souffrais le martyre. J'étais couchée à 8 heures hein, du soir. Je souffrais. Et bon, bref, en sachant que pour soulager mes douleurs, je ne supporte plus aucun anti-inflammatoire. Il n'y avait rien qui pouvait me soulager en fait, à part le chaud. Donc mon fils m'avait la plupart du temps avec une bouillotte sur le ventre, tout le temps. Voilà, il a vécu comme ça avec une maman qui avait tout le temps mal au ventre et qui avait tout le temps une bouillotte sur le ventre. Donc ça me soulageait un peu. Puis j'ai découvert l'aromathérapie, ma passion de ma vie là. Donc j'ai découvert l'aromathérapie qui m'a fait beaucoup de bien. Puis je me suis intéressée à des choses un peu plus alternatives, comme le yoga m'a beaucoup aidé à gérer mes douleurs, et la méditation aide vraiment à gérer la douleur, parce que la douleur, en fait, elle ne va pas t'enlever la douleur, hein, mais quand tu as mal, tu rentres dans un état de stress, et la méditation permet déjà d'apaiser cet état de stress pour pouvoir mieux gérer ta douleur ensuite. Ça, c'était en gros plus la méditation, le yoga et l'aromathérapie. Et plus tard est venu, alors c'était en fin avant que je me fasse opérer, j'ai découvert la phytothérapie. J'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses et qui ont été efficaces aussi. Ça n'empêche pas que je tiens beaucoup à mon suivi gynécologique. Hein. Et bon, voilà, le temps passe, donc ce Luthéran, je le prends pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, surprise, il ne fonctionne plus. Tout recommence, j'avais même des saignements, des règles qui revenaient sous l'utérant. Donc là, je repère ma gynécologue. Ça marche plus. Elle me dit oui, mais c'est pas illimité. C'était sûr qu'au bout d'un moment, ça marcherait plus. Patati patata. J'ai oublié de dire qu'entre-temps, on m'a proposé une opération qui s'appelle la thermocoagulation, et que cette opération, je l'ai refusée parce que, tu vas dire, je me cherchais les noises. Mais oui. C'est une opération qui est apparemment super efficace, mais les effets durent 2 à 3 ans. Alors, et ça, ce n'était pas une réponse satisfaisante pour moi, parce que 2 à 3 ans, ben non, moi je veux plus avoir mal. Et moi, j'ai pas une grande passion pour les blocs opératoires.
Ça ne m'amuse pas d'aller dans des blocs opératoires. J'y ai été 2 fois, ça m'a suffi. J'avais pas envie de faire ça tous les 2-3 ans, m'infliger une anesthésie générale que je pouvais m'éviter. Non, alors j'ai refusé, j'ai dit tant pis. Continue. Donc après le Luthéran, ben, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me donne une pilule, à nouveau, en me disant, on n'a pas essayé ça là, essayons-la. C'était pas trop mal. J'avoue, c'était pas trop mal. C'était pas ça, mais c'était pas trop mal. Et entre-temps, on a fait un frottis et ce frottis s'est révélé positif à des cellules cancéreuses. Du coup, ça a changé de la donne. J'ai passé mon temps à faire des colposcopies, des biopsies, des machins, des trucs. Et voilà. Retour à l'IRM. Et là, on me dit, comme on va devoir vous enlever le col, hein, avec ce que tu as, bon, on pourrait en profiter pour faire enfin l'hystérectomie. Tu as 36 ans. Donc 36 ans, voilà, 36 ans, j'ai eu mon hystérectomie. Et voilà. Donc comment enlever l'utérus et les trompes, du coup, je n'ai plus d'adénomiose, puisqu'on m'a enlevé l'utérus et les trompes. Il se trouve que récemment, j'ai recommencé à avoir des douleurs abdominales. Et il faut savoir que l'hystérectomie, si tu as d'endométriose ailleurs que si tu n'as pas qu'une adénomiose, si tu en as qui est sur la vessie, enfin je sais pas comment, voilà, en dehors de l'utérus, il se trouve que c'est pas non plus une solution confortable puisque l'endométriose sera toujours là dans d'autres parties et se propage. Alors dernièrement j'ai recommencé à avoir des douleurs, on m'a represcrit une IRM que je rechigne à aller faire, il va falloir que je la fasse un jour peut-être. J'ai mon ordonnance, je vais y aller, mais je rechigne un peu parce que ma dernière IRM n'avait pas été cool et du coup j'ai peur d'y retourner. Voilà, je ne suis pas la plus courageuse du monde, hein, on le dit, mais c'est pas grave, hein, je m'écoute. Ce coup-ci je m'écoute. Mais c'est pas non plus des douleurs atroces comme avant. Hein. Il ne faut pas pousser. Il y a des douleurs qui sont revenues. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon parcours endométriosique. Je parlerai de l'hystérectomie. Il faudrait faire une vidéo entière sur l'hystérectomie parce qu'il y a plein de choses à dire sur ça. Et je vais parler aussi, c'est ça, je voulais en parler aussi. Donc là, je te parle de parcours médical. Après, il y a tout le parcours psychologique et spirituel, du coup, parce que ça fait partie du lot. Au niveau psychologique, le plus pénible à supporter, c'est l'entourage. Pour moi, ça a été ça, c'est les gens en général qui m'insupportaient franchement à me faire des commentaires, à me dire que je m'écoute trop ou à parler de mon utérus comme si c'était une vulgaire balle de foot, de tennis, je ne sais pas, voilà, me parler, voilà, c'est plus ça qui était pénible que le reste. Parce que finalement, t'as mal, bon, une fois que t'as passé le cap d'accepter ta douleur, t'as mal, bon, ben, c'est comme ça, c'est là. Ça pourrait être mieux, mais c'est là, tu l'acceptes. Mais quand t'as les gens qui viennent te faire des commentaires, c'est vraiment pénible. Hein. Ou encore des gens qui n'ont aucun signe d'endométriose et qui, du coup, parce que toi, tu as une endométriose, s'en trouvent une. Voilà, ça, j'ai vécu aussi. Et qui n'en ont pas, hein, qui ont passé des examens, qui n'ont rien du tout. Et après, voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Moi, c'était plus les gens qui m'ont... Qui ont influé sur mon état psychologique en tant que fille atteinte d'endométriose. Le jour où on m'a diagnostiquée, par contre, ça a été un soulagement. J'étais super heureuse. Pourquoi j'étais super heureuse? Parce que tu vas te dire, elle est super heureuse, elle est malade, quoi, mais elle est ouf, elle. Non, mais non, c'est pas ça la finalité du truc. C'est qu'enfin, j'étais pas folle, j'étais pas dépressive, je m'écoutais pas trop, j'étais pas une chochotte, c'était les autres qui avaient tort. Et j'ai passé 15 ans comme ça à croire que j'étais une grosse chochotte pourrie. Ah non, mais ouais. Donc du coup, non, j'étais contente de balancer à la face du monde que j'avais une endométriose. Et que finalement, j'allais très bien dans ma tête. Finalement, c'est peut-être les autres qui n'allaient pas bien dans leur tête. On ne saura jamais. Et on s'en fout. Mais voilà, le fait est que moi, j'étais contente d'être diagnostiquée. Tout comme j'étais contente d'avoir mon hystérectomie.
Même si, bon, on parlera de l'aspect psychologique. C'est pour ça que je veux faire une vidéo spéciale hystérectomie, parce que je vais parler de l'aspect psychologique contradictoire quand tu as eu une hystérectomie. Et après, j'avais envie de parler parce que tu sais, moi j'aime bien tout ce qui est spirituel, ça me parle. Je lis beaucoup de bouquins. J'avais envie de parler de ce qui s'est passé avec certains professionnels dans le monde spirituel au moment où j'avais mon endométriose, et notamment cette histoire de féminin sacré qui, moi, ne me parle absolument pas. Féminin sacré, non. Alors je veux bien qu'il y ait un côté femme, un côté homme, un côté yin, un côté yang, ça me parle, mais le machin féminin sacré, alors désolée pour les fans de féminin sacré, mais moi c'est mon ressenti, j'ai le droit, hein. Ça ne me parle pas parce que bon, voilà, mais en plus je vais te raconter quelques anecdotes, et j'en ai parlé avec d'autres filles qui ont eu de l'endométriose, et j'ai entendu d'autres témoignages qui allaient avec le mien, que je vais te livrer maintenant. Moi, tu sais, je suis adepte des soins énergétiques. J'aime bien les soins énergétiques. J'en fais pas souvent, mais j'en ai fait au moins 1 à 2 par an. Et il se trouve qu'une fois, j'ai fait un soin énergétique. Et là, j'avais encore mon utérus. Et la personne qui m'a fait ce soin énergétique, je lui dis, on parlait après le soin. Elle me dit, oui, j'ai vu que tu avais un truc au niveau du chakra sacré. Alors là, je lui explique, parce que j'avais rien dit du tout avant le soin. Justement, je voulais pas en parler avant le soin. Je voulais voir si elle voyait quelque chose. Effectivement, elle a senti que j'avais quelque chose à ce niveau-là. Et alors, je lui ai dit, mais moi, je veux une hystérectomie, je la réclame. Et je crois, en plus, c'était juste après ma première biopsie. Donc, j'étais en attente de la réponse pour l'hystérectomie, un truc comme ça. Et je lui dis, oui, j'attends qu'on me fasse l'hystérectomie, mais ne la fais pas. L'utérus est sacré. Elle m'a dit, alors là, elle est rentrée dans une histoire de féminin sacré. Elle m'a conseillé de faire... Alors, après, les conseils étaient bons, mais l'intention n'était pas bonne. Donc, les conseils, c'était pour me réconcilier avec cette partie de mon corps qui n'allait pas bien, de faire de l'Ho'oponopono, la sagesse hawaïenne, de faire certains exercices de développement personnel pour me réconcilier avec cette partie du chakra sacré. Certes, ça, c'était de très bons conseils. Le mauvais conseil, l'intention n'était pas bonne, parce qu'elle me disait que si je faisais ces exercices, j'allais pas avoir besoin de faire une hystérectomie. Et j'allais pouvoir garder mon utérus. Alors ça, non. Par contre, ça, c'est dangereux comme comportement. Je l'ai entendu de la part d'autres personnes qui m'ont dit que elles aussi, elles avaient de l'endométriose et où elles avaient eu une hystérectomie, et des énergéticiens à fond sur le féminin sacré leur ont dit qu'en faisant des soins énergétiques avec eux, elles n'auraient pas besoin de faire cette opération. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. Cette personne, je ne sais pas si c'était une magnétisme, je ne me rappelle plus, c'était Reiki, je ne sais plus. Elle me dit, voilà, si tu fais ces exercices et que tu fais des soins énergétiques encore avec moi, tu n'auras pas besoin de faire une hystérectomie. Là, je me suis dit, aïe. Voilà, je me suis dit, mais quoi, pourquoi tu me dis ça, c'est nul quoi, mais non, mais c'est mon corps, je fais une hystérectomie si je veux, déjà, t'as pas à me dire ça. Je trouve qu'un énergéticien, et moi-même je fais des soins énergétiques, je n'irai jamais dire à quelqu'un qui doit avoir une opération, on va pas te faire opérer parce que je te fais des soins énergétiques et que je te donne 4 exercices à faire. Après, sur le fond, les exercices étaient très bons. Parce que quand tu as un truc comme ça, il faut te réconcilier avec la partie de ton corps qui va mal. Ça, c'est tout à fait logique. Et les exercices, je les ai faits et c'était très bien. Surtout le Ponopono, sagesse hawaïenne, j'adore. Mais après, voilà, me dire, si tu fais pas... non, ça c'est nul, hein. Non, ça c'est limite sectaire. Ça veut dire, tu me files de l'argent, tu vais te guérir. Non. Ah. On est d'accord qu'un soin énergétique ne va pas soigner ton utérus quand tu as besoin de le faire enlever. Ou ne va pas soigner un cancer. Hein? On est d'accord. Et deuxième truc, c'est que j'ai fait un soin énergétique après mon opération. Pour me remettre, tu vois, c'était, je sais plus quoi comme soin énergétique. J'ai oublié. Et pareil, la magnétiseuse me dit, lors du compte-rendu, quand on discute, elle me dit,
oh, mais si tu avais fait des soins avec moi, tu n'aurais pas eu besoin d'avoir... c'est dommage à ton âge d'avoir enlevé ton utérus, ta. Elle me ressort un peu le même topo que l'autre. C'était pas la même, donc elle me ressort un peu le même topo que l'autre. Genre, si j'avais fait avec elle, si on s'était connus avant, j'aurais pas eu besoin de perdre mon utérus pour avoir d'autres enfants, machin. Je lui ai dit, non, mais c'est moi qui ai mal. Je lui ai répondu ça. C'est pas toi qui avais mal, je lui ai répondu. C'est moi qui avais mal. Elle a plus parlé, là. J'ai dit, non, mais non. Et puis elle a recommencé un peu à me parler du féminin sacré. Moi, je t'avoue que tous ces trucs féminins sacrés et comment t'appelles, là, comment ça s'appelle là, les bénédictions de l'utérus, je me pose des questions. Hein. Bon, je ne sais pas si on n'est pas limite dans le sectaire. Là. Il y a des dérives. Il y a des dérives et il y a des gens comme ça qui essaient d'en profiter. Alors, moi, j'ai senti la perche parce que aussi je suis dans ce milieu-là. Mais j'ai entendu des témoignages de filles qui avaient... J'ai lu des choses des filles qui avaient plus voulu se faire soigner ou qui ont arrêté de prendre leur pilule ou je sais pas quoi, enfin leur lutéran, enfin n'importe, hein, je donne des noms comme ça au hasard, parce qu'un énergéticien lui a dit qu'en faisant des soins énergétiques, elle irait mieux. Complètement mieux. Non, ça va t'aider à aller mieux. Effectivement, ça va avoir un impact sur tes énergies. Quand tu as mal, tu as tes énergies qui vont être bloquées. Et évidemment, ça va débloquer, tu vas te sentir mieux, il y aura un mieux, mais tu ne seras pas guéri jamais de la vie. Même la médecine ne peut pas nous soigner. Je suis praticienne en naturopathie, j'accompagne des femmes qui ont de l'endométriose. Je ne vais jamais dire « Oh, grâce à moi, tu vas guérir » parce que ce n'est pas le cas. Par contre, je vais t'aider à aller... à avoir une vie plus confortable, à atteindre plus de bien-être dans ton quotidien, ça oui. Donc, moi là je parle de l'exemple des énergéticiens parce qu'eux ils ne t'accompagnent pas comme un accompagnement naturopathique, c'est pas du tout pareil puisqu'ils travaillent sur les énergies. Effectivement, ça peut être efficace parce que tu es énervé, tu es fatigué, donc ça va te réharmoniser toutes tes énergies, mais ça va pas te soigner et non, jamais de la vie, tu n'éviteras une hystérectomie grâce à un énergéticien qui t'aura fait un truc de féminin sacré. Voilà, ça j'avais vraiment envie d'en parler parce que ça m'a saoulée au moment où moi, j'étais malade, tout simplement. Voilà, hein. Donc ça c'est mon parcours. Maintenant, je n'ai plus d'utérus, j'ai 37 ans, j'ai été opérée il y a un an à 36 ans. Voilà, et honnêtement, je revis, je n'ai plus... du tout, comme je t'ai dit, j'ai quelques douleurs qui reviennent, mais c'est léger comparé à avant. Je n'ai plus du tout cette vie inconfortable que j'avais auparavant. Maintenant, je revis, je peux faire des choses sans me demander si je vais vomir. Hein? Je me rappelle, une année, on est parti en vacances. Je partais en vacances avec mon fils, tous les deux. C'était en 2018, je crois. Oui. Oui, en 2018 forcément, puisque j'ai été opérée en 2019. Donc, on était partis en vacances. J'ai vécu l'enfer en vacances parce que là, il y avait des jours, j'avais envie de vomir en permanence. Je me disais, et on prenait les transports en commun pendant ces vacances-là, je me disais, est-ce que je vais vomir dans le bus ? Mais voilà, c'était toujours le truc. Et puis, quand j'avais de l'endométriose, j'avais mon utérus était gros. Donc, il appuie sur ma vessie. Et j'avais tout le temps, là, je vais te dire, tu vas tout savoir sur moi. J'avais tout le temps envie de faire pipi. J'étais tout le temps en toilette, hein, sans blague. On a pris le train. 2 heures de train, j'ai été aux toilettes une vingtaine de fois. Voilà. Donc, je partais, je devais me forcer à penser de ne pas boire avant d'aller quelque part. Il y avait ça aussi, c'était pénible. Après, je supportais pas, alors ça c'est de nature, je supporte pas beaucoup les odeurs, mais là c'était encore pire. Quand j'avais, parce qu'avec cause des hormones, hein, à cause du taux d'hormones, des fois, ça il fait que tu es plus sensible aux odeurs. Et voilà, mais c'était l'enfer. Et puis te dire, est-ce que je vais avoir mal ? Et là, tu as un repas, et là, tu as mal. Voilà. L'enfer, quoi. Et combien de fois je lis des témoignages sur les groupes Facebook d'endométriose, des filles hyper tristes parce qu'elles étaient à un repas et qu'elles ont dû partir, pliées en deux de douleur, et les gens ne comprennent pas, évidemment. Et voilà,
Non, c'est invivable comme maladie. C'est pas une maladie vivable. Il serait temps qu'elle soit reconnue en ALD, donc en infection longue durée déjà, pour qu'on soit mieux reconnu. Parce que la prise en charge, bon, elle s'améliore, mais c'est pas tout ça, c'est pas trop ça. Hein. Mais bon, voilà. Il y a ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour de mon parcours passionnant. Au jour d'aujourd'hui, si je devais changer les trucs, peut-être le truc que je ferais, c'est d'aller plus loin, voir un spécialiste de l'endométriose, plutôt que d'essayer de m'en cantonner à des gynécologues de mon coin qui n'y connaissent pas forcément grand-chose. Voilà, malheureusement, en général, ils sont assez mal formés. Et des fois, c'est toi la patiente qui en sait plus que ton gynécologue. Ceci dit, je le redis, faites-vous suivre. Important. Même si t'es pas tout à fait... Après, il faut oser dire, je ne veux plus de traitement hormonal hein, quand tu n'en veux plus. Il faut oser le dire. Moi, j'ai osé le dire, mais je l'ai dit à la fin, c'était 4 ou 5 mois avant mon hystérectomie. J'ai arrêté tout traitement hormonal. C'était mon choix. Je voulais tout arrêter pour voir comment mon corps réagissait. Peut-être aussi pour pas de regret, quoi. Regarde comment tu vis. Effectivement, j'ai eu ces 5-6 mois de folie. Au moins, j'ai pas eu de regret d'aller me faire enlever l'utérus. Hein. Voilà. Donc, voilà. Je crois que tous les petits messages que je voulais faire passer sont passés. Donc, faut pas hésiter à s'entourer. Alors, je sais que l'entourage, pas en général, parce qu'il y en a qui comprennent bien, mais il y en a qui comprennent pas. C'est compliqué. C'est compliqué pour eux de comprendre parce que c'est comme je compare ça à un truc parce que oui là je vais faire des catégories de gens mais une femme qui a accouché naturellement ne peut pas comprendre ce qu'une femme accouchée par césarienne a vécu et inversement et ben une femme ou un homme qui ne connaît pas l'endométriose qui ne le vit une femme qui ne connaît pas l'endométriose qui ne la vit pas ne peut pas le comprendre voilà. Voilà, tu ne peux pas savoir la douleur des autres. Hein, et tu ne vis pas quand tu as juste mal pendant tes règles, que tu as juste ça, un petit peu mal pendant tes règles et juste ça. Tu ne peux pas comprendre la personne qui souffre le martyre à ne pas dormir. Tu ne peux pas le comprendre. Voilà. Donc, on parle beaucoup d'empathie, oui, mais c'est difficile de se mettre à la place des autres quand c'est quelque chose qui touche le corps, puisque tu ne peux pas imaginer la douleur des autres. Comme moi, je n'ai pas accouché par voie naturelle, je ne peux pas imaginer ce que c'est d'accoucher par voie naturelle, la douleur pendant les poussées. Je parle sans péridurale, parce que moi, je voulais un accouchement sans péridurale. Donc, je ne peux pas l'imaginer, hein. Je ne l'imagine même pas. Donc voilà, moi je sais que j'ai eu 2 déclenchements et une césarienne et je sais ce que j'ai vécu, je sais comment j'ai souffert. Ça. Mais si tu ne l'as pas vécu, toi tu peux pas savoir comment j'ai souffert, tu comprends hein. Je suis sûre que tu me comprends. Voilà, là je pars un peu dans le compliqué. Voilà, n'hésite pas donc à t'entourer. Soit des filles qui ont de l'endométriose. Maintenant, il y a des associations. Alors, tu as EndoFrance, EndoMind, mais il y a d'autres associations plus régionales ou départementales. Renseigne-toi dans ton coin. Va sur Facebook, il y a des groupes, des forums. C'est super intéressant. Moi, ça m'a beaucoup aidé à l'époque. Et puis, n'hésite pas à venir me parler aussi. Hein, si tu as besoin de parler, de conseils, n'hésite pas à venir en message privé sur Instagram hein, ou sur mon boîte mail. Je réponds toujours. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bientôt, je vous parlerai de l'hystérectomie parce que je crois, même si ça ne touche pas beaucoup de personnes, ça va toucher les 4-5 personnes qui auront besoin de voir ça à ce moment-là et avoir un bon témoignage sur le sujet. Je serais ravie de faire cette vidéo pour toi. Voilà, alors bonne semaine et merci de m'avoir écouté et merci à tous ceux qui soutiennent la cause de l'endométriose. Mouah, ciao. Alors, on arrête.